Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ces deuxièmes parties des found footage qui ont été réellement retrouvés. Je vous conseille quand même de regarder la première partie avant de regarder celle-ci. Cette fois-ci, il y aura plusieurs histoires, et installez-vous bien, car elles seront beaucoup plus sombres que celles dans la première partie. Bonne vidéo à vous. Le 16 septembre 1996, la police d'Hollywood pénètre le domicile de Ricardo Lopez, 21 ans, à cause d'odeurs nauséabondes. Lorsqu'ils entrent, les policiers découvrent une scène horrible. Ils découvrent le corps de Ricardo jonché sur le sol, avec une tête peinte de verte et de rouge. Ils trouvent aussi un panneau avec écrit « The Best of Me », ainsi qu'un message qui est destiné pour le FBI, qui stipule qu'il y a une pile de VHS qui est destinée pour eux. Les cassettes 8 mm sont la documentation d'un crime, du matériel terroriste. Elles sont destinées au FBI. Ils découvrent du matériel assez dangereux comme de l'acide sulfurique et surtout une caméra VHS, une caméra qui est pointée dans la direction de Ricardo et du panneau The Best of Me, ainsi que 11 cassettes VHS contenant plus de 22 heures de contenu vidéo. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Ricardo Lopez est né en 1975 à Montevideo, en Uruguay. Sa famille va s'installer aux États-Unis, en Géorgie, et il va passer la majeure partie de son enfance là-bas. C'est un enfant qui est plutôt introverti, mais sans que ce soit réellement problématique. Il arrive quand même à se faire des amis, bref, son enfance est plutôt basique. Ricardo vit une vie plutôt normale jusqu'aux études supérieures. Là, il a quand même un but, il veut devenir artiste, mais c'est un rêve qu'il n'a pas vraiment à poursuivre à cause de la peur de l'échec. En fait, Ricardo, il a beaucoup de complexes d'infériorité. Mentalement, à cette époque, il allait pas très bien, il était mal dans sa peau, tout ça à cause de son surpoids et de la gynécomastie, et aussi parce qu'il avait jamais vraiment eu de copine, et qu'il avait du mal à entretenir des liens avec des femmes. En 1996, il vit seul dans son appartement à Hollywood, et il travaille dans une entreprise d'extermination de nuisibles avec son frère. Bon, jusque-là, Ricardo, ça a l'air d'être un gars plutôt ok, un peu mal dans sa peau, mais ça va. Mais j'ai oublié de vous dire un truc sur lui. C'est un fan inconditionnel de la chanteuse Björk. Apparemment, ça se prononce plus Björk, mais bon, je vais continuer à dire Björk parce que ça a l'air plus connu. Donc Björk, c'est une chanteuse qui est islandaise. Elle a été connue pour être chanteuse principale dans le groupe de rock The Sugar Cube, mais après avoir quitté le groupe en 1992, elle s'est aussi fait connaître en solo avec ses albums Debut, Post et Homogenic. Et oui, je suis totalement en train de lire sa page Wikipédia parce que j'avais aucune idée de qui c'était avant. Bon, et Ricardo, c'est en 1993 qu'il commence à s'intéresser à la chanteuse. Il commence à s'intéresser à sa vie, à sa musique, il lui envoie même plusieurs lettres de fans. Mais cette passion pour la chanteuse, elle va très vite se transformer en obsession. Il va commencer à considérer la chanteuse comme sa muse, et de plus en plus, il va commencer à vouloir un impact sur sa vie. Il évoquait aussi souvent son fantasme de pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir se lier d'amitié avec elle alors qu'ils étaient encore enfants. Si tout ça on le sait, c'est parce que Ricardo, au fur et à mesure de sa vie, il entretenait un journal dont il parlait de tout, de son mal-être, sa vie, son surpoids, mais aussi beaucoup de Björk. Sa famille était au courant de cette obsession, mais elle pensait pas que c'était aussi grave, et surtout, d'être capable de réaliser ce qu'il a fait. Tout ça aurait peut-être bien pu se terminer s'il n'y avait pas eu un événement. L'événement déclencheur de cette histoire, c'est quand Ricardo a appris la relation entre Björk et le DJ Goldie, de son vrai nom Clifford Joseph Price, en lisant le Entertainment Weekly. Pour Ricardo, le problème ça va pas vraiment être la relation, le problème ça va être Goldie, puisque j'ai oublié de vous dire que Ricardo, il est un petit peu raciste. Il est même très raciste, en fait. Et cette relation, il le vit comme une véritable trahison de la part de la chanteuse, à tel point qu'il veut se venger. Et de là, il va mettre en place son plan. Pour ses 21 ans, Ricardo va s'acheter une caméra dans le but de se confier et de documenter son projet de vengeance. Testing 1, 2, 3. Comfort is what I seek in speaking to you. Something with I don't know. Something that makes me feel better. For a long time, I've been speaking into the mirror and being my own psychologist. Ce que vous venez de voir, ce sont les images capturées par Ricardo Lopez pour la documentation de son projet. Et son projet est terrifiant. Le projet de Ricardo Lopez est d'envoyer un colis piégé
dans la résidence de Björk pour la tuer. I've been planning it past week and a half. It sounds crazy. One of the reasons I have you is to document my progression to the events. I'm gonna send a package. I'm just gonna have to kill her. And I'm gonna have to kill myself. Il va donc pendant 9 mois enregistrer et documenter tout son projet, réalisant ainsi plus de 11 VHS contenant 22 heures de vidéo. Le 14 janvier 1996, Ricardo enregistre sa première vidéo, et il explique précisément sa situation. Björk has been an incredible part of my mind since 93. You know, since I first saw her. I've started with a crush, you know, and ended up with an obsession, which I'm not embarrassed to admit now, it's an obsession. Il le dit lui-même, il a conscience qu'il est obsédé par Björk. Il va aussi explicitement donner son avis sur Goldie. Look at this beautiful face. Whoa. She's fucking a... Yes. That's it. I don't give a shit about her. So be it. Whose fault is that? That's right. That's her fault. Il va très vite expliquer son projet d'envoyer une bombe et de se suicider ensuite, le but étant de la rejoindre au paradis. Seulement aussi dans ses premières VHS, il a des doutes. Il hésite à mener à bien son projet. Une des raisons qui le fait le plus douter, c'est sa famille. Il a peur que sa mère ne supporte pas son suicide. The problem is this. I can't die until at least my mom dies. Because my dad is going to become in suicide form and that will kill her. My father, he can handle it. He's strong. My mother won't be able to handle it. Enfin, il veut juste passer le point de non-retour pour ne plus avoir de doute. Past the point of no return. I like that phrase. I have to be past the point of no return because I can't backtrack from this. Once I send it, that's it. That's completely it. Il exprime aussi sa première idée de colis, qui est de faire une bombe remplie de seringues avec du sang contaminé par le VIH. Those two hypodermic needles are going to poke her thumbs, thus introducing into her bloodstream HIV contaminated blood. Dans ses VHS, Ricardo nous fait aussi part des craintes de sa famille qui commence à s'inquiéter sur son état. On peut voir aussi lorsqu'il monte son appartement qu'il vit pas dans de très bonnes conditions et que son appartement est plutôt insalubre. Des fois il évoque des réflexions un peu plus poussées sur le suicide et l'univers. I can't destroy the whole universe by killing myself because everything will cease to exist. Mais il fera aussi beaucoup part de l'inquiétude de ses proches et des doutes que ça lui fait subir. Puis pendant plusieurs mois, il arrête les vidéos. Et le 14 juillet 1993, il enregistre de nouveau. Oh, check this out. Cette fois-ci, il a l'air beaucoup plus confiant. Il dit qu'il a quitté son job et que cette fois-ci, sa décision est prise, il va mettre à bien son projet. Thursday, I quit my job. Something major is gonna happen. Major the next 2 months. I don't know if I'm gonna be alive in September or November. I don't know that. Ensuite, il va faire quelques expériences avec de l'acide chlorhydrique qui vont moyennement le convaincre. Il va ensuite retenter de faire des expériences avec de l'acide sulfurique sur du salami, qui vont cette fois-ci s'avérer concluantes. I got 1 pint of sulfuric acid. I'm about to sacrifice the salami. This, you see all that damage? That's sulfuric acid, 96%. Il va recevoir une lettre de sa famille, indiquant que son état a dû se dégrader et que sa famille est au courant. Dear Ricardo, wow, a letter from someone that you would have least expected. One of your long-lost cousins in Atlanta. Yes, so I've heard bad news travels faster than good news. On le voit ensuite acheter une arme, celle qu'il a prévu d'utiliser pour se suicider. On le voit aussi tester le système de propulsion d'acide dans sa salle de bain. Try two. Les images commencent vraiment à faire peur, et on voit aussi que Ricardo commence un peu à paniquer. Il planifie le jour de sa mort, et lorsqu'il se retrouve une semaine avant, il commence à paniquer. Last week, this is my last week. I'll leave my door unlocked. À partir de là, il commence à encore plus vriller. Il se met à accuser ses parents de l'avoir mis au monde. See, this is the problem with having kids. This is the problem. The people have kids for selfish reasons. You can raise them the best you can, this and that,
and they end up all screwed up like me. I'm gonna bring my parents and my family a lot of pain, a lot of shame. But I was not asked to. None of us are asked to be brought into this world. It is a crime. It is a fucking crime to bring children into this world, and you shall pay for it. Il dit qu'il veut sortir avec l'arme qu'il a achetée sur lui, juste pour prendre confiance en soi et s'habituer à avoir une arme. Arrivé au jour J, toujours avec l'arme sur lui au cas où il se ferait prendre, Ricardo réussit à poster son colis, on le voit revenir de la poste, puis on arrive à la dernière cassette. Nous sommes le 12 septembre 1996, Ricardo vient de poster son colis et il est rentré chez lui. En fond, on entend comme à son habitude la musique de Björk, mais un peu plus forte. En premier, Ricardo va se couper les cheveux avec un ciseau, puis il se peint la tête d'une peinture rouge et verte. Ensuite, il peint le message The Best of Me sur une toile qu'il va passer derrière lui. Il va ensuite peindre le message pour le FBI sur le mur. Puis, il s'installe, il stresse, il réfléchit, toujours sous la musique de Björk. Puis, il passe à l'acte. Ricardo meurt dans les alentours de 3h de l'après-midi. Bon, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la police a visionné les images, elles ont heureusement pu intercepter le colis et le détruire, même si les chances qu'il parvenait à Björk étaient quasiment nulles puisqu'il passait par son équipe avant. Björk a elle aussi réagi, elle a tenu à voir les vidéos, car c'était pas quelque chose qu'elle voulait ignorer, mais quelque chose qu'elle voulait comprendre, et elle a aussi fait ses hommages à la famille de Ricardo. People shouldn't take me too literally and get involved in my personal life. I make music for people, you see. Plusieurs documentaires ont été réalisés sur lui, dont The Video Diaries of Ricardo Lopez, sorti en 2000 par Sami Saïf, et The Best of Me, sorti en 2024 par Heather Landsman. Bon, je sais que ces histoires étaient plutôt connues, mais moi je la connaissais pas personnellement. Encore une fois, je te déconseille de chercher le dernier enregistrement de Ricardo Lopez, et aussi les autres parce que souvent il est à poil dans ses vidéos. Mais bon, passons à la prochaine histoire. En 2013, au Yémen, un couple qui s'apprêtait à se marier décide de se baigner dans un lac proche de la capitale. Ils posent leur téléphone sur la berge pour se filmer, ils ont l'air de s'amuser, quand soudain, il se passe quelque chose. C'est pas vraiment lisible à la qualité de la vidéo, mais on dirait qu'il y a une faille ou le sol qui rompt sous leurs pieds, enfin quelque chose du genre, et ça les emporte au fond de l'eau. Le couple panique, se débat, mais après plusieurs minutes à lutter, ils finissent tous les deux par couler et ne plus jamais remonter. Le portable sera retrouvé par un passant qui l'a immédiatement fourni à la police après avoir visionné son contenu. Évidemment, vous n'aurez pas d'extrait vidéo et je vous déconseille de la chercher puisqu'elle est plutôt macabre. Nous sommes en Alaska. Le 6 octobre, au sud du lac Upper Khalifa, le corps de Timothy Treadwell ainsi que celui de sa compagne Amy Huguenard sont retrouvés. On retrouve aussi leur campement, leurs affaires, mais aussi une caméra. Qu'est-ce qui s'est passé ? Timothy Treadwell, c'est quelqu'un qui est assez compliqué à décrire. Pour faire simple, Timothy c'est un passionné d'ours. Il a passé une très grande partie de sa vie à les filmer. Il est né le 29 avril 1957 à Minneola, un village situé sur l'île de Long Island, dans l'état de New York. Il vit une enfance plutôt sans histoire, ses parents le décrivent comme un enfant ordinaire qui aimait beaucoup les animaux. Il avait d'ailleurs un écureuil de compagnie qu'il appréciait beaucoup. Après l'université, il change de nom puisque oui, Timothy Treadwell l'appelait à l'origine Timothy William Dexter. Il essaye ensuite de commencer une carrière d'acteur à Los Angeles en essayant de décrocher le rôle de Woody Boyd dans la sitcom Cheer, mais au final c'est pas lui qui aura le rôle, c'est Woody Harrelson et Timothy va finir serveur. C'est plutôt une période sombre de sa vie, parents s'inquiètent pour lui, il tombe dans la spirale de l'alcool et de la drogue, jusqu'à l'année 1989 où il vit une véritable révélation. Sous les conseils d'un ami, Timothy décide de se rendre en Alaska pour observer les ours. Et la passion lui prend instantanément. Il veut tout de suite dédier sa vie à ça, et il guérit même de l'alcool et de la drogue pour ça. Au cours de sa vie, il décide donc de s'investir dans ça, il fonde même une organisation, la Grizzly People, une organisation de protection des ours. Et il est tellement passionné que chaque année, Willie Fulton transporte Timothy en hydravion jusqu'au lac Upper Khalifa, un coin que Timothy aime appeler le Grizzly Maze, le labyrinthe des ours. Timothy passe donc chaque été auprès des ours. Et ça, il va le faire pendant 13 étés. 13 étés consécutifs, dont les 5 derniers où il a filmé, 13 étés où il a été très proche. Vraiment très 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 proche. Hi, Cracker. Hi, Cracker. The bear right next to me is Cracker.
and she's enjoying a fish right now. I love you, Cracker. I do love you. Le problème de Timothy, c'est qu'il avait un amour fou envers les ours. Il était beaucoup trop proche de ces animaux, il les filmait de très très près, parfois il allait même jusqu'à essayer de les toucher, voire même de les caresser, et on dirait qu'à aucun moment il en avait peur. Il aimait profondément vivre avec eux, et il faisait souvent allusion à se transformer en animal. Le problème c'est qu'il les aimait tellement qu'il prenait les choses beaucoup trop à cœur. It's good work. I feel good about it. I feel good about myself doing it. And I want to continue. And I hope I can. I really hope I can. But if not, be warned. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Thank you so much for letting me do this. I had no life. Now I have a life. Il faisait tout ce qui était en son possible pour protéger les ours. Lorsqu'il partait à leur rencontre, il avait même pas de spray anti-ours, alors que normalement aux États-Unis c'est presque obligatoire d'en avoir quand t'es dans une région où il y a des ours. Aussi, il faut savoir que apparemment en Alaska, durant les saisons compliquées, c'est triste à dire mais ça arrive que les ours mangent leurs petits. Et Timothy, lorsqu'il voyait ça, il pétait un plomb. Il y a un enregistrement, on le voit péter les plombs parce que pendant l'été 2000, en gros, à ce que j'ai compris, il n'avait pas plu pendant longtemps et le fait qu'il n'ait pas plu, et ben les poissons ne pouvaient pas passer dans le lac. Ce qui fait que les ours commençaient à avoir faim et on est arrivé dans le cas où ils commençaient à se manger entre eux. À ce moment-là, Timothy se filme, il pète les plombs parce qu'il n'a pas plu depuis plusieurs mois. It's Expedition 2000. There has not been a substantial rainfall for almost 2 months. The fish have not run since about August 2nd, August 3rd. We need at least 2 inches, I think even 3 inches of rain. We're gonna need more rain. We need more rain! Downey is hungry! Tabitha is hungry! Melissa is eating her babies! I know it's just weather and crap like that, and it's, I don't know what the variables are, but we've gotta have some goddamn rain. So if there's a God, Downey needs to eat! Dump on us, hurt us, come on, Christ man, or Allah, or a Hindu floaty thing. Let's have some fucking water for these animals. Il est super énervé, il invoque même les puissances suprêmes. Enfin, il supplie tout ce qui est possible de supplier pour qu'il y ait de la pluie qui tombe. Évidemment, Timothy détestait les braconniers et les touristes. Il essayait de lutter à son échelle contre eux et il comprenait pas que les parcs nationaux s'en prennent à lui plutôt qu'à eux. Car au début des années 2000, Timothy commence à devenir connu dans le pays et il a même commencé à donner quelques cours à des enfants sur les ours et tout ça sans être payé. Mais évidemment, plus il était populaire, plus il attire les controverses. Il a violé plusieurs lois fédérales. Les gardes forestiers, eux, rapportent qu'il avait commis au moins 6 infractions entre 1994 et 2003. Et dans ces infractions, il y avait, je cite, le guidage de touristes sans permis, le camping dans la même zone au-delà de la limite de 7 jours fixée par le NPS, un stockage inapproprié de la nourriture, le harcèlement des animaux sauvages et des conflits avec les visiteurs et leurs guides. Il refuse aussi d'installer une clôture électrique autour de son campement et de transporter avec lui du gaz poivré. Évidemment, lui, Timothy, il était persuadé qu'il faisait du bien. Les gardes, eux, étaient pas du tout du même avis, et si on revient avec un petit peu d'objectivité, même s'il a jamais vraiment fait de mal à un ours, on peut pas dire qu'il leur fait du bien non plus. Je suis pas expert, hein, mais je suis pas sûr que habituer un ours à l'homme, c'est une bonne chose, surtout quand tu sais qu'il y a des braconniers présents. Mais d'autre part, il y a quand même des gens qui le respectent, de par les images qu'il a réussi à capturer, qui là encore, objectivement, d'un point de vue cinéaste et peut-être même scientifique, sont vraiment intéressantes. Hi, Spirit. Hi. Hi. Hi, Spirit. Mais il y a aussi une bonne partie des gens qui lui en veulent, pour plusieurs raisons, dont l'une est qu'il a entraîné sa compagne dans cette histoire. Parlons-en un peu, d'ailleurs, de sa compagne. Timothy était un personnage. Dans ses enregistrements, il se mettait souvent en scène, et il jouait clairement un rôle. Lorsqu'il parlait face à la caméra, ça arrivait qu'il recommence plusieurs fois, juste pour dire la même phrase, et il arrêtait pas de répéter qu'il était seul. Alors que c'était pas forcément le cas. Ces dernières années, il était plus vraiment seul, il était avec sa compagne. Et même si lorsqu'il disait qu'il était seul, c'était vrai dans 90% des cas, il y a quand même des cas où sa compagne était derrière la caméra. Il faut savoir que sur les plus de 100 heures d'enregistrement qu'il a fait, sa femme, on la voit que 2 fois. On sait via son journal que, apparemment, elle était pas vraiment à l'aise avec les ours. Au contraire, elle en avait même plutôt peur, et elle les aimait pas tant que ça. Et tous ces éléments-là qu'on vient de citer font que, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va mal se passer. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 6 octobre, Willie Fulton accoste sur le lac Upper Khalifa pour récupérer Timothy et sa compagne. Arrivé au lac, il accoste, mais personne. Il trouve ça bizarre, surtout qu'ils avaient confirmé le rendez-vous la veille à la radio. Willie décide donc de partir à sa recherche, sans grand succès. C'est lorsqu'il va survoler le lac que là, il va apercevoir un ours jouer avec
un objet ressemblant à une cage thoracique. Willie reviendra avec un plus gros groupe, armé cette fois-ci, et vont retrouver les restes du corps de Timothy et de sa compagne, éparpillés dans le labyrinthe. Pendant qu'on recherchait leur corps, 2 ours ont été tués. Le premier était plus âgé, et il a été confirmé suite à des analyses qu'il avait bel et bien dévoré le corps de Timothy et de sa compagne. Le deuxième ours était plus jeune, mais la carcasse n'a pas pu être analysée à temps, puisque le corps avait été dévoré par les animaux environnants. L'ours qu'il a tué était nommé l'ours 141. Il a été nommé ainsi car, des années auparavant, des scientifiques l'ont anesthésié et ont tatoué sur sa lèvre 141. Il a bien été confirmé que c'était cet ours qui avait dévoré Timothy, puisqu'on a retrouvé des restes de son cadavre, ainsi que des vêtements et des déchets à l'intérieur de l'ours. Son crampon a aussi été retrouvé, avec toutes les affaires, ainsi que sa caméra et les enregistrements. En visionnant les images, on voit comme à son habitude, Tim, en compagnie des ours, sachant qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de se retrouver dans cette zone à cette période de l'année, mais ils ont décidé de revenir dans le labyrinthe puisqu'ils avaient eu un problème avec leur billet d'avion à Kodiak, une ville des alentours. Et donc les ours qui se trouvaient là-bas à ce moment-là, c'était pas vraiment les mêmes ours. Ils n'étaient pas vraiment habitués à la présence de Timothy et étaient donc vachement plus agressifs envers lui. Il explique aussi que son campement est caché et que pour lui, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Honestly, camping in grizzly country is dangerous. People who camp in grizzly country should camp out in the open to let the bears know where the tent is. My camp is unseen. It is the most dangerous camping, the most dangerous living in the history of the world by any human being. Dans sa dernière vidéo filmée, il dit qu'il est content de lui, qu'il a fait une bonne saison, qu'il adore les ours, bref, une vidéo habituelle. The bears safely heading for their dens, the work successful. I'm over 20 pounds lighter, my clothes are rags. I've tried hard. I bleed for them, I live for them, I die for them. I love this, but it's the only work I know, and it's the only work I'll ever want. It's the only thing I know. It's the only thing I want to know. C'est la dernière vidéo qu'on verra de lui. Enfin, pas tout à fait. Puisqu'il y a un dernier enregistrement sur la caméra. Par le plus grand des hasards, on ne sait pas pourquoi, ni qui, ni comment c'est possible, quelqu'un a déclenché la caméra lorsque l'ours les ont attaqués. Et tout a été enregistré. Alors, lorsque la caméra a été retrouvée, le capuchon qui protège l'objectif était toujours dessus. Donc heureusement, on n'a que l'audio. Apparemment, dans cet enregistrement, Timothy hurle et crie à sa compagne de s'enfuir, mais visiblement, elle reste. On sait, grâce à l'enregistrement, que Amy n'a pas fui durant l'attaque, et que jusqu'au bout, elle a essayé de défendre Timothy. Et c'est très certainement ce qui a causé sa perte. L'enregistrement n'a jamais été diffusé, et a été donné à l'ex-compagne de Timothy, Jewel Palovac, qui est aussi la productrice exécutive du documentaire Grizzly Man, un documentaire réalisé en 2005 sur la vie de Timothy Treadwell. Et même si une fausse version de cet enregistrement a été publiée sur YouTube, jamais cet enregistrement n'a été rendu public. Aujourd'hui, il est encore sous la possession de Jewel Palovac et le restera certainement pendant encore très longtemps. La seule trace qu'on a vraiment de cet enregistrement, c'est la réaction de Werner Herzog, réalisateur de ce même documentaire Grizzly Man, qui à l'intérieur écoute ce fameux enregistrement. Can you turn it off? Julie, you must never listen to this. I think you should not keep it, you should destroy it. I think that's what you should do. Aujourd'hui, cet enregistrement est enfermé et ne sera certainement jamais écouté par le public. Bon, c'était la dernière histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours sur comment je pourrais m'améliorer sur le montage par exemple. C'est toujours un truc dont j'ai un peu de mal à faire, les ambiances un peu horrifiques. J'espère que vous avez apprécié cette série. Pour ma part c'était sympa mais c'était bien galère à faire, hein. Surtout là pour le montage c'était un peu chiant. Mais c'était marrant. J'ai pas mal de projets pour la suite. Je pense qu'à partir de maintenant on va plus partir sur des vidéos bricolage. Je vais essayer de sortir ça le plus vite possible. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.